Et nous sommes revenus tout à l'heure en 1980, avant la campagne d'élection de François Mitterrand face à Valéry Giscard d'Estaing, une campagne où la musique avait d'ailleurs pris un peu plus d'importance. Comme en témoigne, vous vous en souvenez certainement, cette tournée de Daniel Balavoine en première partie du candidat socialiste et le fameux coup de gueule télévisé resté très célèbre. Les artistes peuvent-ils, doivent-ils, selon vous qui êtes autour de ce conseil des ministres de la musique, s'engager directement auprès d'un candidat, voire être interprète pour une soirée d'investiture? Manu Hoff. Alors, question délicate. Je pense que un artiste ou un musicien doit donner les éléments pour que chacun ait son esprit critique. Peut-être pas prendre position, mais donner envie de se dévoiler et dire vraiment quelle est mon envie. Alors, on se souvient, entre autres, de ce grand concert, ce grand rassemblement musical autour de Ségolène Royal en 2007. Beaucoup d'artistes s'étaient engagés véritablement à ses côtés. Certains le disent aujourd'hui, ils l'ont regretté, à commencer par Dominique Besnéard. Ce type de rassemblement pour un candidat, pour appeler à voter, est-ce que ça a une utilité? Est-ce que vous vous dites que si on est fan d'un Alice, pardon, si tu es fan d'un artiste, est-ce que tu vas voter comme l'artiste dont tu es fan? Pas du tout. Enfin, je pense que faut pas suivre. Et je pense que c'est dangereux pour un artiste de montrer clairement son axe politique, son bord politique. Je pense que ça peut être dangereux. Il peut perdre des fans, il peut perdre. C'est plutôt délicat, comme le disait Manu. Je pense que ouais, il faut éveiller à l'esprit critique et dire aux gens d'aller voter parce que c'est important. Mais dire qui voter, je pense que là, non. Faudel t'embrasse. Voilà, non, Faudel, on peut le dire. Vous quand avez même, des nouvelles a de vu- Faudel? Bah, écoutez, Faudel qui a quand même vu sa carrière stoppée par son soutien. On s'en souvient, Cédric, à Nicolas Sarkozy. De ton côté, un artiste qui s'engage comme ça auprès d'une personnalité politique, quelle que soit cette personnalité, ça te gêne ou autre chose? Ouais, ça me gêne complètement parce que j'estime que c'est pas le rôle d'un artiste. Le rôle d'un artiste, il peut être de prendre position sur des sujets de société. Un artiste qui s'engage, par exemple, pour le mariage pour tous, je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un sur ce sujet-là. Maintenant qu'on s'engage pour un candidat, précisément aux dépens d'un autre, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça nous dit finalement? À quoi ça nous avance et pourquoi on suivrait la parole d'un artiste? Et on le voit d'ailleurs dans cette campagne 2017, pour l'instant, on n'entend pas trop les artistes s'exprimer sur l'un ou l'autre candidat. Manu. Alors, c'est clair. Parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à soutenir. Et puis, je pense que des artistes prennent position parce qu'ils pensent que c'est un bon lobbying et qu'ils peuvent profiter de certaines choses par la suite. Mais là, je vois pas qui est fort, qui va gagner. Il y a beaucoup de choses un peu connes qui sont dites et c'est pas très marketingment parlant, positif de prendre part pour l'un ou pour l'autre en ce moment. Alors, on a parlé justement d'artistes qui s'engagent. Il y a aussi les chansons de ces campagnes électorales. Alors, il y a une chanson qui a été totalement détournée de son sens, Born in the USA de Bruce Springsteen, qui dénonçait la politique, notamment la politique de droite. Et bizarrement, très bizarrement, Ronald Reagan s'en est emparé pour en faire son hymne de campagne. Manu, je crois que ça t'a inspiré tout cela. Alors oui, ça m'a inspiré. Je vais donner quelques mots-clés de la chronique qui va suivre. C'est Ronald Reagan, Merkel, religion, propagande, punch beat et musique. Atchoum. C'est parti. Non, hashtag. Hashtag. Et c'est parti, je commence par notre ami Wikipédia qui nous donne la définition de la propagande. La propagande est l'action de diffuser, de propager, de faire connaître, de faire admettre une doctrine, une idée, une théorie politique. Son but est d'influencer l'opinion publique, de modifier sa perception et de mobiliser ou de rallier des partisans. En latin médiéval, propaganda est l'adjectif verbal de propagare, signifiant littéralement ce qui doit être propagé. En 1622, dans un contexte de revivification de la foi catholique consécutive au Concile de Trente, le pape Grégoire XV fonde la Congregatio de Propaganda Fide, qui réunit un comité de cardinaux chargé d'observer la propagande du christianisme par les missionnaires envoyés dans les pays à évangéliser. Alors, pourquoi est-ce que je parle de tout ça ? Oui, pourquoi parles-tu de tout cela ? Il y a une vaste discussion à mener, mais qui n'est pas le sujet de ce jour. Par contre, nous Mais pouvons... alors pourquoi parles-tu Merci de pour tout ça. cela ? Parce que on peut quand même parler de la foi et la croyance. Mais nous pouvons en parler associé au champ de la politique. Mais que fait cette question dans une émission de musique ? Je repose la question.
Vous allez vite comprendre. On a observé depuis ces dernières décennies une évolution des concepts concernant la politique. Nous sommes passés de la foi à la croyance, c'est-à-dire à quelque chose qui se vit dans le cœur, de massif, à partager à quelque chose qui se vit dans le temps et individuellement. Là où nous étions proches de notre foi en quelqu'un, nous cherchons maintenant quelqu'un en qui croire. Nous passons des valeurs aux passions, du long terme à la jouissance, de l'investissement, notre vote, au retour sur investissement, ce qu'on gagne en votant. Je résume, la croyance n'a rien d'authentique, elle est dogmatique. Par exemple, si tu n'as pas de Rolex à 50 ans, tu as loupé ta vie. Merci, c'est gay. Oui, merci à lui. J'ai encore 13 ans. Oui, mais tu as la bonne heure. Mais tu restes à la bonne heure. Chaque croyance est accompagnée, et c'est là que c'est important, est accompagnée d'un cortège de peur. Et c'est ce cortège de peur qui imprime les programmes politiques d'aujourd'hui. Et pour stigmatiser l'ensemble de ces peurs, ou tensions, ou angoisses, il faut une incarnation qui dit la même chose que ce qu'on voit et qu'on entend. Je vais y venir, attention. Aujourd'hui, une musique de campagne est aussi importante qu'un slogan et elle soulève plusieurs enjeux. Le premier enjeu, elle contribue à rendre le candidat lisible par rapport aux autres et de soutenir le message qui est plus émotionnel que rationnel. Je vous rappelle le cortège des peurs dont je parlais tout à l'heure. Oui. Elle va, deuxième enjeu, contenir l'identité, l'état d'esprit, la personnalité et le style du candidat. Troisième enjeu, elle va faire se soulever les foules ou leur permettre de créer ce qu'elles n'arrivent pas à faire entendre toutes seules. Et dernier enjeu, dans un monde marketing, l'incarnation humaine devient une marque, des valeurs de marque et un socle de valeurs. La musique doit le soutenir et le rendre plus fort. Mais je pense, et ça c'est mon avis personnel, que la musique est aussi le plus bel outil de partage universel. Cela parle à tout le monde et tout le monde entend la même chose. Et c'est là que je reviens au temps de la propagande. On a créé les vitraux pour parler à ceux qui ne savaient pas lire. On a créé la musique de campagne pour ceux qui n'ont pas envie de prendre le temps de lire entre les lignes. Plus d'affiches, plus de tracts, que des punchlines et des punch beats. Dédicace à notre ami Cédric. Ouais, les punch beats, ça me parle. Voilà. Et c'est là que nous arrivons à Ronald Reagan, parce Oui. qu'à faire trop de marketing et à vouloir trop répondre aux passions, on peut faire des conneries. En 84, donc, Ronald Reagan avait adopté la chanson Born in the USA comme musique de campagne. Un choix étrange parce que cette chanson était plutôt antimilitariste et dénonçait l'engagement des États-Unis au Vietnam. Mais bon, on savait que Reagan était plutôt pour. Je pense qu'il n'a pas compris ou pas lu les paroles, mais en tout cas, ça l'a quand même servi parce qu'il a été élu. Autre bourde, Angela Merkel avait choisi NJ des Rolling Stones pour soutenir sa campagne. Elle aurait mieux fait de choisir Angela, c'est pas cool. Eh ben, figure-toi que les paroles lui auraient mieux scié, parce que je vous rappelle que... je vous le dis tout de suite en français. Tu t'avances là. Il faudra peut-être lui proposer... Angela parce que... Merkel en petit short, je suis pas sûr. Hein. On l'a déjà vu nu. Moi je m'en passerai, Eh personnellement. ben, très Chacun bonne son trip. transition. Les paroles de NJ des Rolling Stones disent « Sans amour dans nos âmes et sans argent dans nos manteaux, tu ne peux pas dire que nous soyons satisfaits. Tous les rêves que nous tenions si près semblent avoir disparu en fumée. Ne serait-ce pas le temps de se dire au revoir ?» Et je termine par « Est-ce que la musique a-t-elle un vrai impact dans les campagnes des élections ?» J'aurais tendance à dire oui, car nous vivons plus... Je recommence ma phrase. J'aurais tendance à dire oui, tant nous ne vivons plus sans et que c'est un des médias les plus facilement diffusables, mais je dirais encore plus oui dans le cadre des rendez-vous émotionnels tels que les meetings. Je fais un parallèle avec les artistes. On vend plus que les CD aujourd'hui, c'est les places en concert. Et je pense que les politiques vendent plus les meetings que les tracts. Et on peut y croire encore plus grâce à la musique de propagande des campagnes électorales, car c'est un moment collectif positif où tout le monde peut avoir une seule voix et donc avoir une meilleure opinion. Merci Ménia. Alors je rajouterai quelque chose. Manuel Valls, éliminé de la primaire socialiste, il avait pris The Final Countdown de Europe pour arriver sur scène lors de ces meetings. Essayez de lire les paroles de Final Countdown, vous allez voir, c'est quand même une chanson qui parle de la fin de l'humanité. Voilà, c'était bien gouré. Alors, au contraire, Barack Obama, tu parlais de l'ultra-marketing. Barack Obama avait utilisé cette musique lors de sa campagne en 2008.
Et cette musique, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous la connaît ? Alors moi, ça me fait penser à J.R. Ewing Pas Dallas. du tout, pas du tout Alice. Pas du tout. Cédric. Non, je sais pas, côte ouest. Sam. Un magnifique documentaire de National Geographic. Eh bien non, c'était le générique de la série The West Wing, en français À la Maison Blanche, Oui, côte ouest, c'est bien ce que je dis. qui racontait eh bien, les 2 mandats d'un président interprété par Martin Sheen. Et dans la dernière saison, il y avait l'élection du premier président latino-américain. Ah bah tiens. Et la série s'est arrêtée vers 2007. Barack Obama a utilisé ce générique en étant le premier candidat afro-américain à se présenter. Et ça était allé encore plus loin, puisque ça lui a servi, bien sûr, cette musique. Mais en arrivant à la Maison-Blanche, ne connaissant pas les lieux, il a demandé à ce que les services de décoration de la Maison-Blanche mettent le bureau ovale comme lui le voyait à la télé dans la série télévisée de West Wing pour être plus à l'aise durant ses premiers jours de mandat. Eh ben, du virtuel au réel. Voilà, du virtuel au réel et de l'importance, effectivement, d'une musique. Alors, chez nous, il y a eu un autre exemple encore, c'est Nicolas Sarkozy, en 2012, qui s'est fait composer un hymne. Selon les sources, ce serait gratuit, ça c'est ce qu'il dit lui, ou ce serait entre 70 et 80 000 euros, ce que disent différents services. Se créer un hymne, il n'y a pas un côté égo trip là-dedans. Se faire sa propre musique. Si, ça dépend pourquoi on le fait, mais effectivement, je paye un compositeur. Ça me rappelle les premiers mécènes musique classique, quoi, qui se payaient pour leur grandeur et leur image à travers les Louis pays. de Bavière, notamment, Louis de Bavière. avec Wagner. Oui, Sam, attention. Alors oui, il y a depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années en Afrique, il y a les chanteurs dits de panégyrique. Donc ce sont des artistes en général assez connus sur le continent africain, qui donc sont engagés pour composer des chansons à la gloire de leurs commanditaires. Et donc Nicolas Sarkozy, en chantre de la France-Afrique, ça ne m'étonne pas qu'il ait eu recours à ce genre de procédé. Et rappelons que ce n'est pas Carla qui le lui a écrit. Hein. Alors Manu, on va retourner avec toi aux États-Unis, avec non pas mais les présidents des États-Unis. Exactement, et pour finir donc cette chronique, je vous invite à écouter le titre Lamb du groupe The President of the United States of America, car j'ai toujours la foi dans le rock et leur campagne pour les changements sociétaux. Ici, des punks prennent le pouvoir et ça fait du bien, car eux, ils taillent des castors. Des castors. Ouais, non, c'est bien. Ils taillent des costards gratis. Oui, les castors.